Donc, je disais, le programme principal que vous voyez, il y a exactement trois instructions. Donc, deux affectations de variables et un appel d'une fonction. Ça, c'était à titre de rappel pour que vous puissiez vous rappeler du programme de la dernière fois. C'est le programme sur lequel on va commencer. Donc, normalement, vous avez tous ouvert votre machine virtuelle. Ouvrez votre partition TrueCrypt. Donc, normalement, vous connaissez le mot de passe. C'est bon, tout le monde l'a ouvert. Essayez d'être à jour avec moi pour ne pas rater des choses. Ensuite, vous allez ouvrir votre Immunity Debugger. C'est bon pour tout le monde? Bon, si quelqu'un est en retard, qu'il parle, hein. Je ne vais pas passer mon temps à vous poser la question, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Je sais Ensuite, pas si c'est pardon? Oui, Hagda, c'est quoi la question? pardon, Hada Immunity Debugger dans quel dossier? On l'a installé la dernière fois. La dernière Ah, fois, on l'a installé la dernière fois, donc vous avez un raccourci. ah oui, oui, d'accord. Ensuite, faites File, Open. Et à ce moment-là, ouvrez le fichier Stack Demo, celui qu'on a ouvert la dernière fois. Donc, ouvrez votre fichier Stack Demo. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté à ce niveau-là. Je vous laisse 2 minutes pour être à jour. Donc, lancez votre machine virtuelle, ouvrez votre partition cachée, lancez Immunity Debugger et ouvrez votre programme Stack Demo que j'ai décompressé la dernière fois. Monsieur, Oui. j'avais pas fait ça la dernière. Pardon? J'ai pas fait ça la dernière fois. Ben, fallait le faire chez vous. C'est pas mon problème. Ça prend beaucoup de temps. Non, ça dépend de vous. Ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre 30 secondes. Je peux le faire donc quoi. Ben, qui vous retient? Voilà. Dagage, c'est bon ou pas encore? Le son est entrecoupé. Veuillez répéter. Ok, on fait quoi? J'entends absolument rien. Sinon, écrivez via la messagerie, via le chat. Bon, les personnes qui ont des problèmes avec leur machine virtuelle, voilà la clé pour déverrouiller votre partition Toolkit. Je vais vous l'envoyer encore une fois via le chat, comme ça vous allez pouvoir la copier. Voilà. Alors, la dernière fois, je vous ai posé la question suivante. Où se situe votre fonction principale? Donc, votre main, il est où? Monsieur Al, est-ce que vous avez trouvé votre main? Non, monsieur, je suis en train de démarrer mes machines virtuelles. Toujours en train de la démarrer. Ouais. Mademoiselle Chelouah. Monsieur, les instructions de programme Les instructions de à quoi? gauche. C'est en haut à gauche normalement. Oui, en haut à gauche, oui, mais l'adresse du main, où commence votre programme principal? Dégagez, c'est faux, non? C'est après 4 octets. Bon, vous voyez ce qu'il y a ici, à ce niveau-là. Ça, c'est des adresses d'instruction. Donnez-moi l'adresse
du début du mail. Par exemple, si vous me dites c'est ça le mail, ça veut dire c'est l'adresse 0040 15 6C. Donnez-moi l'adresse du début de votre mail, donc de la fonction principale. Alors, votre mail commence à ce niveau-là. C'est l'instruction 0040 15 pardon, 15.3b. À ce niveau-là. Alors, ceci est votre mail. Et le mail commence, et vous remarquerez que le débugger vous a simplifié la tâche. Il vous a mis une accolade pour vous dire le mail commence à ce niveau-là et se termine à ce niveau-là. Donc, il se termine au 0040 15 6b. Donc, votre mail, c'est pratiquement ça. C'est la partie en bleu. Vous remarquerez que ça commence avec un putsch EBP et ça se termine avec un return. Le return qui correspond à ce qui a été fait dans votre programme principal. Et nous retrouvons les deux affectations. La première qui est au niveau du move, à ce niveau-là. Et vous remarquerez qu'on fait l'affectation en code ASCII du main function. Et nous avons la deuxième. Alors, je vous affiche le programme, comme ça vous allez le voir. Alors, où est-ce que j'ai mis le programme? Bon, momentanément, je vous affiche le programme ici. Voilà. Voilà notre programme. Donc, si on compare, vous remarquerez que l'instruction qui est là, celle-là, pardon, ça c'est à ce niveau-là, dans notre main, où on affecte à la variable locale une main function, on la retrouve à ce niveau-là. C'est l'instruction qui est là. Et la deuxième instruction dans laquelle on affecte A, B, B, C, C, D, D, vous la retrouvez ici. C'est la deuxième. Elle est juste en dessous. Ensuite, vous avez votre appel de fonction. L'appel de fonction avec l'argument 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, vous le retrouvez là. C'est la troisième instruction. Est-ce que tout le monde a vu les instructions? Donc, à la question, votre programme principal commence à quelle instruction? Donc, c'est la 00. Donc, on va écrire. Donc, si je devais écrire le début et la fin, donc le main commence au 0040 15 3b et se termine au 0040 15 6b. Donc, voilà le début et la fin de votre programme principal. Maintenant, votre déclaration de fonction. Elle commence à partir de quelle instruction et elle se termine à quelle instruction? Mademoiselle Wafi, est-ce que vous avez retrouvé votre déclaration de fonction? Double zéro? Oui, j'attends la suite. Monsieur Djibrila, vous êtes avec nous? Oui, monsieur. Alors, la déclaration de fonction, on l'a fait à partir de quelle instruction jusqu'à quelle instruction? Donnez-moi les adresses.
Elle commence à partir de 00, 40, 15, 20 et ça se termine à 00, 40, 15, 3A. Effectivement, votre camarade a raison. Vous remarquerez que la déclaration du fonction commence à ce niveau-là, 00, 40, 15, 20 avec le putsch BP et ça se termine toujours avec un return. Chaque fonction se termine avec un return et vous remarquerez qu'il vous a mis une accolade à ce niveau-là. Pour vous dire tout simplement, voilà le début et voilà la fin. Donc, notre fonction, comme on l'a dit, commence au 00, 40, 15, 60 et se termine au 00, 40, 15, 3A. Maintenant, mademoiselle Herda, dites-moi, quelle est l'instruction qui fait l'appel de fonction? Donnez-moi l'adresse de l'instruction qui fait l'appel de fonction, s'il vous plaît. Le mail. Oui, dans le mail, il y a une instruction qui le fait. Donnez-moi son adresse. 0, 40, 15, 49. Alors, vous m'avez dit 00, 40, 15, 49. Non, le 49 ne fait pas d'appel de fonction. 44, non. Non plus. 60, normalement. Effectivement, qui a dit 60? Moi, monsieur. D'accord, vous avez raison. Effectivement, c'est le 15, 60. Et vous remarquerez que l'appel de fonction se fait avec l'argument d'appel de fonction. Vous avez le code source devant vous. Function 1, on l'appelle avec 2, 1, 2 fois 2, 3 fois 2 fois 3, 2 fois 4. Donc l'appel de fonction se fait à ce niveau-là. Donc, on va noter l'appel de fonction se fait à l'instruction 00, 40, 15, 60. Alors, maintenant, si on veut essayer de voir un peu comment se fait l'exécution de notre programme. Alors, pour voir l'exécution de notre programme, on doit... bon, si on l'exécute directement maintenant, alors je fais mon debug. Bien, je fais mon run directement, j'appuie sur le bouton. Le programme a fini son exécution. Or, on n'arrive pas à faire notre debugging ni à voir l'exécution, comment est-ce qu'elle se fait. Bon, j'arrête l'exécution. Ça me pose un problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir l'exécution de mon programme, comment est-ce qu'elle se fait dans le détail. Donc, pour cela, je dois rajouter des points d'arrêt ou bien un breakpoint. Alors, qui peut nous rappeler c'est quoi un breakpoint? Oui. C'est un endroit dans le code source du programme où le debugger va arrêter l'exécution du programme pour nous permettre de... Alors, un breakpoint, si on veut résumer les choses, c'est un point d'arrêt, tout simplement. Ça veut dire on est en train de dire au debugger, arrête ton instruction au niveau de ce breakpoint, de ce point. Le breakpoint, on peut le déposer là où on veut. Donc, il n'y a pas un endroit particulier, on va vous dire, là, vous pouvez mettre un breakpoint, là, vous ne pouvez pas mettre un breakpoint. Alors, à votre avis, où est-ce qu'on va mettre notre breakpoint? Alors, on va poser la question. Mademoiselle Zemmouri, s'il vous plaît. À votre avis, le breakpoint, où est-ce qu'on va le mettre? Nous, ce qu'on veut faire, alors je vous explique. Ce qu'on veut faire, c'est voir comment se fait un appel de fonction. Pour voir en détail quelles sont les modifications qui vont s'opérer sur les différents registres, quelles sont les modifications qui vont s'opérer au niveau de la pile lorsqu'on fait un appel de fonction.
Dans ce cas de figure, où est-ce qu'on devra mettre notre breakpoint? Monsieur, on peut mettre un breakpoint juste avant l'appel et un autre juste après l'appel, juste après le call. Alors, déjà, vous me dites on peut le mettre juste avant l'appel. Oui, pour Donc, à faire quel la niveau? À ce comparaison. niveau-là? Non, juste après la déclaration, juste avant le call. Donc, à ce niveau-là. Ah, attendez, de cliquer. À ce niveau-là? Oui. D'accord. On ne voit pas le. Pardon, j'ai pas entendu, monsieur. Normalement, vous avez partagé avec le fichier, il fait le code source là. Non, j'ai pas partagé le fichier fait code source. D'accord. Les masses تاعي برك اللي حبست monsieur. Je m'excuse. D'accord. Alors, pour rajouter un breakpoint, vous sélectionnez la ligne ou l'adresse de l'instruction. Vous cliquez avec le bouton droit. Ensuite, vous cherchez un truc qui s'appelle breakpoint. Et là, vous avez votre breakpoint qui est là. Soit vous le faites directement avec un raccourci, donc en faisant F2, ou bien vous rajoutez directement votre breakpoint. Là, c'est bon, nous avons mis notre breakpoint à ce niveau-là. C'est bon? Est-ce que tout le monde a rajouté son breakpoint à ce niveau-là? Donc, au niveau de l'instruction où on fait l'affectation du 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Une seule suffira, monsieur, c'est ça. Pardon? Un seul breakpoint, oui. D'accord. Donc, monsieur, il y a l'explication تاع le point virgule. C'est sur le programme qui يلحق عليه يحبس ما il va commencer l'explique. Il va s'arrêter. Le programme va commencer à s'exécuter. Qu'il hack votre breakpoint, il s'arrête. D'accord. Mais on veut يعني voir يعني le débugger تاع l'appel fonction, monsieur, c'est ça. Voilà. Donc s'il s'arrête, يعني on veut qu'il continue normalement. Oui, après on va faire une exécution pas à pas. Ah, ok. Alors, mon breakpoint, je le mets l'instruction qui précède, donc à ce niveau-là. C'est bon, tout le monde a mis son breakpoint au même endroit. Non, on ne le met pas au début de la fonction, mais on le met avant l'appel de fonction, pour qu'on puisse voir comment se font les modifications lors d'un appel de fonction. Là, on va lancer notre programme. Donc, on appuie sur Run. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que l'exécution du programme a eu lieu, mais qu'elle s'est arrêtée au niveau de notre breakpoint. Comment est-ce qu'on peut savoir que l'exécution s'est arrêtée au niveau de notre breakpoint? Alors? Juste EIP, l'adresse, une donne le breakpoint. Pardon? Le registre EIP. Donc, waypoint là, l'adresse est courante. Alors, la même adresse qui donne le breakpoint. D'accord. Donc, on le sait grâce à notre registre EIP qui est là, qui pointe sur 00 40 15 59. La 1559, c'est l'instruction où on a mis notre breakpoint. Qui suit l'instruction qu'on a mis le breakpoint. Donc, il suit l'instruction suivante. Ah donc, à partir de maintenant, on va essayer de voir tout ce qui va se passer au niveau de notre pile. Alors, la pile, elle est où? C'est à ce niveau-là que vous allez avoir votre pile. Maintenant, pour faire l'exécution pas à pas, vous avez deux icônes pour le faire. Vous avez soit celle-là, soit celle-là. Alors, il faut savoir que l'une rentre dans les fonctions, l'autre, elle suit les instructions du programme principal sans exécuter les appels de fonctions. Donc là, on va essayer d'abord de voir de manière théorique
qu'est-ce qui va se passer lorsque on fait un appel de fonction. Alors, notre programme, il est là. Donc, nous avons le main, nous avons l'appel de fonction qui se fait à ce niveau-là. Ensuite, nous avons tout ce qui se passe à l'intérieur de la fonction. Donc, il faudra d'abord savoir qu'au niveau de la pile, on commence par tout ce qui est high memory vers low memory. Donc, la pile, elle est inversée. Donc, lorsqu'on va faire, avant de faire l'appel de fonction, qu'est-ce qu'il va y avoir? D'abord, on a notre argument qui est au niveau de la pile. Ensuite, nous avons une adresse de retour parce qu'une fois qu'on va finir l'exécution de notre fonction, il faudra qu'il revienne vers l'adresse de retour. Donc, qu'il continue l'exécution de son programme principal. Donc, continuer l'exécution de ce mail. Pour cela, l'adresse de retour doit être empilée au niveau de la pile. Une fois l'adresse de retour empilée au niveau de la pile, il va y avoir enregistrement du registre EBP pour pouvoir pointer vers l'adresse de retour. Ensuite, il va y avoir les variables locales qui sont au niveau de la fonction qui vont être empilées pour que par la suite, on puisse exécuter notre fonction. Donc, on va voir maintenant ce qui se passe dans la pratique. Donc, on va exécuter une seule instruction. Alors, dès qu'on exécute une instruction, donc vous remarquerez que l'exécution s'est déplacée. Au niveau de la pile, quelle est la valeur qui a été empilée à ce niveau-là? Donc, ceux qui ne savent pas, pour exécuter une instruction, vous cliquez sur ce bouton. Donc, on clique ici pour exécuter une seule instruction. Donc là, quelle est la valeur qui a été empilée? Qu'est-ce que vous avez au niveau de votre sommet de pile? Oui, Dagaji, vous avez raison. Alors, on va demander à qui? Mademoiselle, C'est l'adresse de retour de la fonction, monsieur. Non, ce n'est pas l'adresse de retour de fonction. L'adresse de retour n'a pas encore été empilée. Observez au niveau de votre pile. Normalement, vous l'avez à l'écran. Alors, vous remarquerez que c'est là. Regardez, la pile, elle est là. Est-ce que vous voyez mon curseur? C'est le contenu par variable. Voilà, c'est le 11, 22, 33, 44. Le 11, 22, 33, 44, c'est quoi? C'est l'argument qu'on est en train de passer à la fonction. Parce que l'appel de fonction, on le fait avec un argument. Donc, l'argument est empilé. C'est la première chose qui se fait. Une fois que l'argument a été empilé, on va exécuter l'instruction suivante. Donc, on lui demande d'exécuter une instruction. Et là, on remarque qu'il y a une autre valeur qui a été empilée. C'est le 0040 15 65. Alors, le 0040 15 65 correspond à quoi? Normalement, il vous a mis un commentaire. Il vous dit, c'est return to stack demo, etc. From stack demo 0040 15 20. Ça veut dire quoi? C'est un retour vers le programme principal à partir du main. À partir plutôt de la fonction. Parce que là, on va basculer à la fonction. Donc là, il faut enregistrer l'adresse de retour. Et là, il vous donne l'adresse de retour qui a été empilée. Et si vous regardez dans le programme, le 0040 15 65, donc à notre niveau, il est là. C'est le move EAX0. Ça veut dire une fois qu'on a fait le call de la fonction, on revient vers l'instruction suivante. Donc, une fois que nous avons notre adresse de retour, on va exécuter une instruction. Alors, on a exécuté notre call. Là, on remarque qu'il a enregistré une valeur.
le 0,22 FE F8. Qui peut me dire c'est quoi cette valeur? Et là, vous remarquerez qu'il est au niveau. C'est EBP. Voilà. Donc là, on vient d'empiler notre EBP. C'est ça l'adresse de retour, monsieur. Non, l'adresse de retour, c'est ce qu'il y a avant EBP. L'adresse de retour, elle est là. C'est ça. C'est le 004015 65. Et monsieur, l'adresse Oui. de retour, يعني هي كي كمل le programme تاع la fonction اللي Vers l'adresse de retour. Si vous remarquez, le 00401565, il correspond à quelle instruction? move ERX 0. EAX 0. C'est pas R, c'est EAX. Ah, je vois pas bien. D'accord. EAX, d'accord. D'accord. EAX 0. Donc, c'est l'instruction qui suit le return dialect. Après le call, ou après le call. Un décret de l'instruction. C'est l'adresse de retour qui doit venir ici. D'accord. Merci. Alors, ma question est, quelle est la valeur de votre EBP et qu'est-ce qu'elle représente? Que représente la valeur de EBP? On a dit une adresse de retour, monsieur. Là. Ouais. EBP, c'est pas l'adresse de retour. À quoi sert le registre EBP? C'est la pile. C'est pas le système, mais c'est la base de la pile. Je vous entends très mal. Hein. C'est la base de la pile, monsieur. On sauvegarde Non, c'est pas la base. C'est la tête de pile. Monsieur, c'est les sauts. باش نعاودو نولو شحال من مرة صافينا باش نحنا لا تراس دو روتور. Voilà. ممكن اس بي نسوفغارديوها في بي بي وباش ما يتبحرش كي نديبلاسيو كي نومبيليو نديرو بوش ما يتبحرش اس بي فوالا. Tout simplement. Donc, c'est tout simplement une adresse relative que vous allez enregistrer pour savoir comment retrouver l'adresse de retour. Maintenant, ce que vous allez faire, on va essayer de copier le contenu de notre pile pour pouvoir comparer par la suite. Donc, on va copier les 3 premières lignes de notre pile. Donc, je récupère ça. Bon, ça, je supprime. J'en ai plus besoin. Alors. Le premier paramètre qui était dans la pile, on a dit c'est argument de la fonction 1. La deuxième ligne de notre pile, on a dit c'est l'adresse de retour. La troisième ligne de notre pile représente notre EBP. Tout le monde est d'accord? Oui, monsieur, oui. D'accord. Maintenant, on va exécuter encore une instruction. Alors, quand j'exécute une instruction, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, on remarque déjà qu'il a fait un move EBP-ESP. Donc là, il est en train d'exécuter le corps de ma fonction. J'avance encore. Je m'arrête juste avant le livre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ma pile?
Alors, pour comparer, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends mes 7 premières lignes de la pile et je vais les copier. Attendez, j'agrandis pour ça, vous allez voir. Et je vais les copier juste ici. Alors, on va comparer les 3 premières lignes juste avant au moment de l'appel de fonction. Donc, on avait dit, nous avions l'argument, l'adresse de retour EBP. Si je compare, je retrouve toujours l'argument qui est toujours là. Donc, ARG function 1. L'adresse de retour, elle est toujours là. EBP, qui est toujours là. Maintenant, je retrouve d'autres valeurs. Les autres valeurs correspondent à quoi? Les variables locaux de la fonction appel. Voilà. Donc là, par exemple, c'est les variables locales au niveau qui sont exécutées au niveau de la fonction. Par exemple, ça correspond à cette valeur, function 1, qui a été affectée à ce niveau-là. Là, j'ai mon 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, que je retrouve à ce niveau-là. Donc là, ce que vous allez avoir, c'est tout simplement vos différentes variables locales qui sont en train d'être empilées au fur et à mesure que vous faites des traitements au niveau de votre fonction 1. Donc, on s'était arrêté au niveau de move EAX1. Maintenant, après le move EAX1, on va voir que dès qu'on va modifier, qu'on a exécuté, ah bon, c'est bon, j'ai déjà exécuté, vous avez la valeur de EAX qui a pris la valeur 1, et là, vous le remarquerez au niveau de l'état des registres. Vous avez votre registre EAX qui est à ce niveau-là, qui a pris la valeur 1, conformément à l'instruction move EAX1. Donc, maintenant, on va passer vers la suite du programme. Donc, on va avoir le leave et le return. Logiquement, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire notre leave et notre return? Conformément à ce qu'on a vu tout à l'heure, nous avions le paramètre d'appel de fonction qui est là, l'adresse de retour qui est là, le BP qui était à ce niveau-là, et les variables locales qui sont à ce niveau-là. Donc, maintenant qu'on va vouloir quitter notre fonction, donc il va y avoir les variables locales et EBP qui vont être dépilées. Mais on va se retrouver dans une situation où nous avons l'adresse de retour uniquement et le paramètre local qui sont au niveau de la pile. Donc, automatiquement, dès que on va dépiler l'adresse de retour, on va se retrouver dans une situation où on est à l'instruction suivante et on va pouvoir revenir vers notre programme principal. Donc, on va exécuter une instruction. Alors, dès que j'exécute une instruction, je me retrouve à la situation initiale. Et là, vous remarquerez que ma pile, elle a dépilé, tout ce qui était dans la pile a été dépilé. Et je me retrouve avec mon adresse de retour et mes paramètres de passage, donc 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, au niveau de ma pile. Donc, quelle est la valeur de mon registre ESP? Donc, vous remarquerez qu'une fois que j'ai dépilé EBP, la valeur de mon registre ESP pointe vers l'adresse de retour au niveau de la pile. Donc, l'adresse ESP, c'est le 00022 FECC.
Et quand je vais vers l'adresse 0022 FECC de la pile, ce que je retrouve, c'est mon adresse de retour qui est là. Maintenant, si on exécute une seule instruction, vous allez remarquer qu'il va y avoir le return qui va être exécuté au niveau du programme principal et que l'exécution de ce return fera en sorte que la valeur de EIP prendra tout simplement la valeur de notre adresse de retour. Si vous remarquez maintenant, notre registre EIP, c'est le 0040. Donc EIP, il est à ce niveau-là. Donc, il est 0040 15.3a. Donc, 15.3a, c'est à ce niveau-là. Donc, il pointe vers la prochaine instruction à exécuter qui est le return. Dès qu'on exécute le return, il va prendre la valeur de notre adresse de retour. Donc, on va le faire une fois. Et là, vous remarquerez que l'adresse de retour a été dépilée, que EIP pointe vers la valeur de l'adresse de retour. Et la prochaine instruction à être exécutée, c'est le move EAX 0. Et là, on peut continuer notre programme. Il va y avoir le livre, return, et on a terminé l'exécution de notre programme. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Alors, si vous n'avez pas de questions, vous allez avoir un exercice à faire. Alors, on va prendre un exemple, un deuxième exemple qui est un peu plus compliqué que le premier. Alors, dans notre deuxième exemple, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir un main. Le main va faire appel à fonction numéro 1. Fonction numéro 1 qui va invoquer fonction numéro 2. Fonction numéro 2 qui va invoquer fonction numéro 3. Ce que je vous demande de faire, c'est d'abord de tracer les changements de pile. Ça veut dire, à chaque fois au niveau de notre bloc-notes, essayez de noter qu'est-ce que contiendra la pile. Donc, sachez où mettre vos breakpoints. Il y aura un breakpoint que vous devez mettre en place avant le premier appel de fonction. Ensuite, vous devez retracer les différentes opérations d'empilement et de désempilement de piles. Alors, le programme que vous allez avoir est le suivant. Bon, pour les premiers cours, vous aurez les codes sources. Mais après, il n'y aura plus de code source à afficher. Vous devez pouvoir vous-même deviner le code source en lisant tout simplement votre code débugué. Alors, on commence par déclarer la fonction 3. La fonction 3 qui est assez rudimentaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affecte fonction 3 à une variable locale. La fonction 2 qui affecte fonction 2 à une variable locale et qui appelle fonction 3 avec l'argument 0x33333. La fonction 1 qui affecte fonction 1 à une variable locale et qui appelle la fonction 2 avec l'argument 0x22222, etc. Et bien sûr, chaque fonction va retourner un entier qui est 1, 2 ou 3. Le programme principal, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une variable locale à laquelle il va affecter une valeur et il va appeler la fonction 1 avec l'argument 11, 22, 33, 44. Donc, le programme principal appelle fonction 1, comme on l'a dit tout à l'heure, fonction 1 qui appelle fonction 2 qui appelle fonction 3. Ensuite, retour vers le programme principal. Alors, ce que vous allez faire, c'est tout simplement définir votre breakpoint, récupérer les données de la pile après F1, après F2, après F3, ensuite avant les livres. Alors, je vous donne le code source. Attendez que je cherche où est-ce que je l'ai mis. C'est ce que j'avais oublié. Alors, stack demo.
Voilà. Alors, commencez par décompresser stack demo complicated. Bon, si on peut appeler ça complicated, hein. Donc, normalement, vous allez avoir le programme à ce niveau-là. Et là, vous allez ouvrir votre Immunity. Right. Open. Et vous allez ouvrir votre stack démo complicated. Alors, vous avez votre programme qui est là. J'attends vos réponses. D'abord, donnez-moi le début du programme principal et la fin du programme principal. Monsieur, Oui, vous pouvez écrire le mot de passe. Je l'ai oublié. vous allez le trouver au niveau du chat, tout simplement. Ouvrez la fenêtre de chat, vous allez le trouver à l'intérieur. Copiez-le, collez-le. Je ne le vois pas. Comment ça, vous le voyez? Je l'ai copié tout à l'heure. Bon, vos camarades ont écrit beaucoup de choses, donc il faut le chercher. Voilà, attendez. Je vous le renvoie encore une fois. Voilà. C'est bon? Oui. Et le mot de passe, vous pouvez le générer vous-même en utilisant Kali. Monsieur, Oui. on va retrouver les étapes pour faire tout cela le cours précédent. Non. Vu qu'on ne les a pas fait dans le cours précédent, on est en train de les faire dans ce cours. Là, pour se connecter et pour afficher tout ça. Oui, mais le cours, il est déjà sur le site depuis quelques jours. Vous auriez pu, si vous aviez visité, vous auriez trouvé toutes les étapes. Oui, justement, j'ai pas fait ça. Ah ben, c'est pas de ma faute. Je vais les faire tout à l'heure. Un jour, peut-être. Non, demain. Bon, j'attends toujours que quelqu'un m'envoie l'adresse de début du programme principal, du mail. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit 74. Alors. Attendez, je retrouve ma souris. Voilà. Alors, Zemouri, vous avez... Alors, Dagaji, c'est faux. Ce n'est pas ça l'adresse de début. Zemouri, pour l'adresse de début, c'est correct. L'adresse de fin, c'est correct aussi. Ce bas, c'est pas la bonne adresse de début. Alors, pour information, toute portion de code, que ce soit un programme principal ou une fonction, commence toujours par un putsch. C'est le putsch qui vous signale le début d'une fonction ou d'un mail. Donc, vous ne pouvez pas me dire tel programme commence là où il n'y a pas de putsch. On commence toujours par empiler. Dagaji, revois ton code et dis-moi où est-ce que ça commence. Même chose pour ce bas. Monsieur Sitouah et Tefahi, où est-ce que vous en êtes? Monsieur, vous cherchez Le début du programme du mail, tout simplement. L'adresse de la première instruction du mail. C'est aussi simple que ça. Oui, monsieur, ils l'ont déjà trouvé. Non. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé, les autres, non. 0040 15 74. Voilà. Mais il faudra que tout le monde la trouve. Parce que je reçois encore des réponses erronées.
Alors, pas le function. Alors, Boolcreenat, j'ai demandé le main, pas la fonction 1 pour le moment. OK. D'accord. Alors, la fonction numéro 1, elle commence où? Monsieur, Oui, vous pouvez rappeler comment c'est que c'est le main et pas une simple fonction? j'ai pas entendu. Vous pouvez rappeler comment c'est que c'est le main? Tout simplement à partir avec. Alors, généralement, il faut savoir que dans une structure d'un programme, vous avez toujours la partie déclarative qui est au début et le programme principal qui est à la fin. Donc, généralement, vous ne trouverez jamais une déclaration de fonction après le main. Donc, si je prends l'exemple du code que vous avez à ce niveau-là, donc c'est toujours le dernier bloc qui représente votre main. D'accord? Oui, d'accord, merci. OK. Alors, je reçois un 1554. Effectivement, la fonction 1, c'est le 1554. En suivant la même logique, la fonction 2, c'est le 1534. Et la fonction 3, c'est le 1520. Dites-moi, votre breakpoint, où est-ce que vous allez le mettre? Où est-ce que je dois mettre mon breakpoint? Donnez-moi une adresse. Est-ce qu'il me faudra un seul breakpoint ou bien 3 breakpoints parce que j'ai 3 fonctions? Monsieur, trois breakpoints pour trois fonctions. Alors, pourquoi 3 breakpoints et pourquoi un breakpoint? Alors, j'ai quelqu'un qui me dit un breakpoint qui est M. Tfahi. Ce que je mets en stand-by, ne répondez pas tout de suite Tfahi. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a dit 3 breakpoints. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de 3 breakpoints? Expliquez-moi. Monsieur, Oui, dire trois breakpoints parce que la pile sera changée trois fois. oui, mais Chaque appel de fonction. Oui, mais ici, je n'ai pas un programme très complexe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je fasse un breakpoint avant l'appel de fonction pour voir le changement de pile. Dès que je vais faire mon appel de fonction, il va rentrer dans une fonction qui contient une instruction. Donc, où est-ce que je vais mettre les autres breakpoints? Je n'ai pas où mettre les autres breakpoints parce que chaque fonction contient une instruction. Il n'y a pas beaucoup d'instructions dans mon programme. Donc là, on ne fera qu'un seul breakpoint au niveau du premier appel de fonction. Alors là, j'ai deux réponses, une de Djibrila, une autre de Tefahi, avec deux adresses différentes. Laissez-moi pas le temps de voir les adresses qui ont été fournies. Alors, M. Tefahi nous propose un changement. Alors, il dit que ça va être le 8A. Alors, si je mets mon breakpoint à ce niveau-là. Effectivement, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir mettre votre breakpoint. Donc à ce niveau-là, vous faites un F2. Et là, vous avez mis en place votre breakpoint. Monsieur, Oui. on n'a pas reçu le message parce que on est en privé, je pense. Oui, il ne m'a pas reçu. Vous n'avez pas reçu, mais vous voyez au niveau de l'écran. Je partage mon écran avec vous, non? D'accord, d'accord. Donc, votre breakpoint, vous devez le mettre au niveau de la ligne où c'est écrit le move avec les 1, 1, 1, 1, 1, etc. Une fois que vous avez mis en place votre breakpoint, vous allez lancer votre exécution conditionnelle. Alors, donc votre programme va s'arrêter au niveau de votre breakpoint.
Ensuite, ce sera à vous d'exécuter instruction après instruction pour voir les différents changements de pile. Donc, dès que j'exécute la prochaine instruction, normalement, dans le sommet de pile, je vais avoir la valeur 1, 1, 1 plusieurs fois. Donc, dès que j'exécute, voilà, vous remarquerez qu'au niveau de votre sommet de pile, vous avez la série de 1 qui correspond à cette instruction. Alors, on va exécuter jusqu'au putsch EBP de la fonction 1 pour essayer de voir qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau de la pile. Donc, je continue mon exécution. Voilà, je suis au niveau du putsch EBP de la fonction 1. Je récupère tout simplement ma pile, les deux premières lignes de pile. J'ouvre mon bloc-notes. Je copie ma pile. Alors, au niveau de ma pile, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'argument qui est à ce niveau-là. Et j'ai mon adresse de retour à ce niveau-là. Donc, voilà ce que contient pour le moment ma pile. Je continue mon exécution. Donc, j'exécute encore une seule instruction. Donc, dès que j'exécute une instruction, nous avons la valeur de EBP qui a été empilée. Vous remarquerez, c'est la valeur qui est là, de EBP, qu'on retrouve à ce niveau-là, au niveau de la pile. Ensuite, je continue. Bon, on peut récupérer, copier EBP aussi, pour avoir l'état de pile après le putsch EBP. Alors, je copie uniquement ça. Oups, pardon, je n'ai pas tout copié. Là, je note EBP. Ensuite, je continue l'exécution de mon programme jusqu'au prochain putsch EBP. Ah merde, désolé. Je me suis trompé de touche. Donc, je refais mon exécution. Qu'est-ce que je fais un restart. Alors, on était à ce niveau-là. Voilà l'état de notre pile. Donc, je continue l'exécution de ma fonction jusqu'à l'exécution du prochain putsch EBP. Donc là, je m'arrête au niveau du putsch EBP de la deuxième fonction et je récupère le contenu de ma pile de ce niveau-là jusqu'à là. Donc ça, c'était la pile à l'état initial. Et là, voilà ce que j'ai. Bon, si on va essayer de comparer les deux, donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement mon argument qui est là. Là, j'ai adresse, plutôt return adresse to main. Là, on avait dit que nous avions notre EBP. Là, c'est local variable locale. Bon, là, je vais avoir mon deuxième EBP.
Là, vous avez votre return address to function 1. Parce que là, on est dans la fonction 2, donc on doit revenir vers fonction 1. Là, nous avons argument d'appel de la fonction 2, c'est le 2. Et tout ce qu'il y a ici, c'est des variables locales qui sont propres à votre fonction. Donc, si je prends l'adresse de retour qui est là, c'est le 0040 15 6D. Si on essaye de la chercher à ce niveau-là, 0040 15 6D, on voit, alors 6D, voilà. Donc, on remarque que c'est l'instruction move EAXA qui est à ce niveau-là, qui vient juste après l'appel de la fonction 2. Wafi qui pose une question, pourquoi est-ce qu'on a deux calls? À quel niveau, Wafi, vous avez tout vu les deux calls? Parce que là, je ne vous ai pas suivi. Si on a plusieurs calls, c'est parce que nous avons des appels de fonctions imbriqués. Qui dit des appels de fonctions imbriqués veut dire qu'il y a plusieurs fonctions qui appellent d'autres fonctions. Ah non, le premier call est un appel système. Hein. Ne faites pas attention au premier call, ce n'est pas le call qui nous intéresse. C'est tout simplement un appel système. On le verra dans les prochains cours. Pour le moment, Mazan. Ensuite, on continue l'exécution et on va s'arrêter au niveau du troisième putsch EBP. Donc là, je continue. Vous remarquerez qu'on est en train de progresser à l'intérieur de la fonction. C'est au moment où on va faire notre call qu'on va basculer vers la troisième fonction et on arrête au moment où on va faire le troisième putsch EBP. Donc de la même manière, je vais copier la totalité de la pile. Je fais mon CTRL-C. Bon, de la même manière. Bon, je ne vais pas m'amuser à tout réécrire. Bon, je pense que vous avez constaté que c'est exactement la même chose. Donc, vous allez avoir votre EBP à ce niveau-là. Pardon. Vous avez l'adresse de retour à la fonction 2. Vous avez à ce niveau-là l'argument d'appel de la fonction 3. Et tout le reste, ça, c'est des variables locaux. Propres à votre fonction. Voilà. Donc, je copie ça. Je le mets à ce niveau-là. Et voilà. Donc, voilà un peu l'état de votre file suite à 3 appels de fonctions imbriqués. Donc, qu'est-ce que nous avons? Au sommet de file, nous avons notre EBP, l'adresse de retour à la fonction 2, l'appel, l'argument d'appel et les variables locales de la fonction 2. Ensuite, EBP, l'adresse de retour vers la fonction 1, les arguments et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, quand on va dépiler, ça va être un dépilement progressif qui va se faire de telle manière où à chaque fois qu'on puisse revenir vers la portion de programme précédente. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. S'il vous plaît, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est vraiment la base de la base. L'idée maintenant, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? C'est pour que vous compreniez comment se fait un appel de fonction, comment se fait une restauration de contexte, etc.
Parce que le but, c'est on veut faire une attaque de type buffer overflow. Il faut savoir que le buffer overflow consiste à faire des dépassements au niveau de la pile. Pourquoi est-ce qu'on va faire un dépassement au niveau de la pile? Vous remarquerez par exemple, alors, attendez, je trouve ma souris, que la pile ne se limite pas à ça. Si je remonte, il y a encore d'autres données, parce que les données que vous allez avoir dans la pile, ce n'est pas uniquement les données de votre programme. Donc là, j'ai accès à vraiment tout ce qu'il y a dans la pile de ma machine. Donc, ça peut être des données relatives au système d'exploitation, ça peut être des données relatives à Immunity Debugger lui-même, ça peut être des données relatives à d'autres programmes en cours d'exécution. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre déjà comment fonctionne ce mécanisme au niveau de la pile, voire même au niveau de l'écriture mémoire, parce qu'à un moment donné, on sera amené même à modifier des données à ce niveau-là, pour pouvoir, dans un premier temps, faire un buffer overflow de manière manuelle. Ça veut dire quoi manuel? Ça veut dire injecter des valeurs au niveau du debugger pour par la suite pouvoir le faire de manière automatisée. Parce qu'un buffer overflow, on peut déjà le faire soit en local, donc sur votre machine elle-même, soit vous pouvez le faire sur un serveur distant. Seulement la différence entre les deux est quand même de taille. Pourquoi? Parce que sur votre machine, vous pouvez débugger le programme tel qu'on est en train de le débugger maintenant, essayer de voir quelles sont les adresses mémoire qui sont utilisées, et programmer des sauts mémoire, rajouter des nops. Bon, tout ça, on le verra par la suite en détail. Par contre, si on le fait sur un serveur distant, ça veut dire que vous le faites à l'aveugle. À l'aveugle, pourquoi est-ce que vous le faites à l'aveugle? Parce que le serveur distant, vous n'allez pas pouvoir débugger. Ça veut dire tout simplement que vous allez injecter un code qui, lui, doit pouvoir fonctionner quel que soit, disons, la situation de la mémoire de votre adversaire. Quand on parle de situation de la mémoire, ça ne veut pas dire que vous ne savez rien de la machine, parce que vous rappelez-vous ce qu'on a vu l'année passée. On ne peut pas attaquer quelqu'un sans faire de la récolte d'informations. Donc, au moins, je connais son OS. Si je connais son OS, la version de l'OS, la version de l'outil qu'il utilise ou bien de l'applicatif pour lequel je suis en train de faire cette injection, je sais déjà quelles sont les plages d'adresse standard utilisées. Je sais quelle est la vulnérabilité que je suis en train de cibler. Donc, je connais le payload que je vais lancer. Mais avant d'atteindre ce stade, de connaître le payload que vous allez lancer et de savoir comment faire les choses, vous devez comprendre ces mécanismes de base. C'est pour ça que j'insiste sur revoyez les registres, voyez quelles sont les adresses de retour, apprenez à identifier un programme principal d'une fonction, etc. Parce que si vous ne maîtrisez pas ça, je ne vois pas comment par la suite vous allez arriver à générer des exploits par vous-même. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des questions, posez-les maintenant. Et c'est pour ça que j'insiste que vous travaillez sur vos machines en parallèle. Parce que le fait de travailler sur vos machines en parallèle vous permettra tout simplement de manipuler, donc de pouvoir voir les éventuelles erreurs qu'on est en train de faire, etc. J'aurais pu tout simplement vous faire un cours théorique en utilisant les animations de tout à l'heure au niveau de la pile. Ça aurait été beaucoup plus rapide et on aurait finalisé 2 ou 3 chapitres déjà. Mais si on procède de cette manière, c'est pour que vous puissiez comprendre et manipuler par vous-même. Donc j'espère que vous êtes en train de manipuler en parallèle et non pas en train d'écouter et de regarder uniquement. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, on va continuer notre exécution. Donc on était au niveau du move ESP. Donc je continue mon exécution et là vous remarquerez que je suis en train d'évoluer dans ma fonction et en train d'empiler de nouvelles variables au niveau de ma pile. Et là j'arrive vers le livre. Au moment où je vais exécuter le livre, c'est toutes les variables locales qui vont être tout simplement dépilées. Et là, vous remarquerez au niveau de la pile, donc à ce niveau-là, que les variables locales qui viennent de s'empiler viennent de se dépiler et que j'ai uniquement mon adresse de retour qui est en premier lieu. Donc, W0, 40, 15, 40. Donc, le 40, 15, 40, si vous regardez bien, il est à ce niveau-là. Il est au niveau de la fonction 2. Donc, c'est l'instruction qui va suivre l'appel de la fonction numéro 3. Donc, dès que j'exécute, vous remarquerez que EIP pointe maintenant vers l'instruction move EAX2.
Bon, EAX maintenant, il a la valeur 3 parce qu'il vient d'exécuter move EAX3 qui se trouve au niveau de la fonction 3. Donc, dès que j'exécute le move EAX2, vous remarquerez que mon registre EAX a pris la valeur 2. Donc, à ce niveau-là, il a changé de couleur tout simplement parce qu'il a été modifié. Donc, je continue mon exécution de la même manière. Dès que je fais mon leave, donc apprenez une chose, le leave, il ne fait qu'enlever toutes les variables locales. Donc, il s'arrange pour qu'en sommet de pile, nous ayons uniquement l'adresse de retour. C'est quand je fais mon ret, donc mon return, qu'il y aura ce qu'on appelle la modification de contexte. La modification de contexte qui signifie tout simplement que je vais restaurer l'adresse de retour pour revenir vers la fonction appelante. Donc, ça peut être des fonctions imbriquées comme on vient de le voir maintenant ou bien vers le mail. Donc, dès que je le fais, je reviens vers move EAX 1. Donc, EAX va prendre la valeur 1, dès que vous le voyez au niveau du registre. Je fais encore un leave, donc encore une adresse de retour. Je fais un return. Ensuite, le move EAX 0. EAX a pris la valeur 0. On fait encore un autre leave pour quitter le programme principal. Donc, au moment où je vais faire mon leave, vous allez voir que toutes les variables locales du programme principal ont été quittées. Donc, c'est bon. Et là, j'ai une adresse de retour, ce qui me permet de revenir vers l'état initial de la machine avant le lancement de mon programme principal. Donc, dès que j'exécute cette commande, j'ai finalisé l'exécution de mon programme principal. Et là, on a terminé notre exécution. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a des questions ou non? Vous avez compris au moins ou non? Alors, on va prendre quelqu'un au hasard. Monsieur, le move de la fonction 1, par exemple, Oui, lorsqu'il exécute, vous avez dit qu'il va libérer les variables locales du programme principal ou la fonction non, mais c'est 1, le move. C'est pas le move qui libère, pardon. Non, C'est le livre. Le livre. Le livre, monsieur. Sauf Oui. chaque livre libère les variables locales de la pile de la fonction dans laquelle il est. Ça veut dire le livre à la fonction 2 va supprimer uniquement les variables locales de la fonction 2. Mais les variables locales de la fonction 1, ils cadrent la pile parce qu'elles sont en dessous, à meltat. D'accord, monsieur. Regardez, attendez, je vous affiche ça, vous allez comprendre. Alors, supposons on était là. On a la fonction 3, d'accord? Dès que tu vas exécuter ton adresse de retour, tu reviens à la fonction 2. Donc, dès que tu reviens à la fonction 2, tu es là. Donc, pardon, on a mon shift. Voilà. Donc, ça va disparaître. D'accord? Ensuite, dès que tu fais ton livre, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tout ça va disparaître. Si là, je suis dans la fonction 2, je fais un livre, il va enlever tout ça. Donc, dès qu'il enlève tout ça, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai l'adresse de retour vers la fonction 1. Mais là, les variables locales, tu as la fonction 1 maintenant. Elles sont là. Oui, d'accord. Donc, il ne peut pas les supprimer parce que n'oublie pas, c'est une pile. Tu empiles, tu dépiles. Donc, tu ne peux pas supprimer la valeur, les variables sans supprimer ce qu'il y a au-dessus. Sauf si tu essaies d'écrire sur les variables. Là, ça va être ce qu'on appelle un overwrite. Mais dans un fonctionnement normal, tu ne peux pas modifier des variables qui sont à ce niveau-là avant de dépiler ce qu'il y a au-dessus. D'accord? Ok, merci, monsieur. De rien. Donc, là, on va essayer d'avancer vers autre chose. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui. Donc là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourra éventuellement falsifier les adresses de retour. Falsifier les adresses de retour veut dire quoi? Veut dire, vous avez vu tout à l'heure que les adresses de retour sont écrites. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est, on sait que par exemple, que quand on exécute une fonction, j'ai mes variables locales qui sont là, mon EBP, mon adresse de retour. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'adresse de retour qui est là, au lieu qu'elle revienne vers le main qui est à ce niveau-là, je veux qu'elle revienne vers une fonction qui est écrite ailleurs dans la mémoire
qui s'appelle do not execute. Donc, lui, normalement, s'il y a une exécution normale, il va dépiler automatiquement. Dès qu'il va y avoir le livre, il aura l'adresse de retour, il doit exécuter ça. Mais moi, je veux falsifier cette adresse pour qu'il n'exécute pas cette adresse de retour qui va pointer vers le main, donc à ce niveau-là, mais je veux mettre une autre adresse qui pointe vers un autre programme. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement exécuter un programme que voici. Voilà comment il se présente. Donc, le programme contient une fonction qui s'appelle should not execute, qui affecte une valeur à une variable message, qui va imprimer le message. Ensuite, nous avons une fonction 1 déclarée qui, elle, est censée être exécutée, qui contient local variable f1 fonction 1, une deuxième affectation. Ensuite, nous allons avoir le main, qui lui, il y a une affectation de variable, deuxième affectation de variable. Ensuite, l'appel de la fonction 1. Et au moment où il va y avoir le return, au lieu de revenir ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il revienne ici. Vers la fonction qui n'est pas censée être exécutée car elle n'est appelée nulle part. Alors, il faut que je me rappelle pas que le nom du programme que j'ai préparé pour ça. Une seconde. Alors, Echo Server, non. Je ne me rappelle plus. Aïe, aïe, aïe. Je pense que j'ai oublié de vous préparer ce programme. Bref. Bon, de toute façon, il est 14h20, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Et je préfère ne pas vous le faire et d'arrêter au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer ça demain matin pour le prochain cours. Sauf si vous avez des questions, vous les posez maintenant. Sinon, on va arrêter maintenant et on continue demain. Par contre, demain, s'il vous plaît, tous ceux qui vont assister au cours doivent avoir leur machine virtuelle opérationnelle au début du cours. Donc, réveillez-vous un peu plus tôt que d'habitude. Lancez votre machine virtuelle pour qu'à 8 heures, on puisse commencer. Quand on commence, votre machine virtuelle doit être démarrée, la partition ouverte et l'ensemble des codes à votre disposition. Si vous n'avez pas de questions, on arrête là maintenant. Sauf si vous avez des questions à poser. Monsieur, Oui, j'ai une question très très basique. d'accord, allez-y. Qu'est-ce qu'on met dans le EBP? Comment ça, qu'est-ce qu'on met dans le... Qu'est-ce qu'il contient, le registre? Il contient tout simplement la valeur de déplacement en pile. J'ai pas entendu. La valeur de déplacement dans la pile, Ah, d'accord. Ok, ok. tout simplement. Généralement, EBP, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le frame base pointer. Donc, c'est tout simplement une valeur de déplacement qui correspond à la position dans la pile. Ça veut dire, à partir de la position X, je dois me déplacer combien pour atteindre la valeur que je cherche. Ça veut dire, lui, quand il va faire le return, vous avez vu la fonction return? Plutôt le livre. À votre avis, comment est-ce qu'avec le livre, il sait combien de valeurs il doit dépiler pour retomber sur l'adresse de retour? Donc, c'est C'est dans le EBP qui lui permet de savoir quel est le nombre d'éléments à dépiler pour tomber exactement sur la bonne adresse de retour. D'accord. D'accord? Oui, merci. Je vous en prie. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrête là pour aujourd'hui. Bon, au revoir tout le monde.